Ah, irrespirable, vous l'avez compris, vous nous avez suivis, vous nous avez entendu j'allais dire le râle de courage et le râle de volonté des Parisiens qui fait que les 7-8 dernières minutes, ils dominent, ils côtoient la ligne plusieurs fois, ils viennent à la 85e minute marquer un essai par jeu groupé, par les percussions, l'arbitre l'accorde, il y a la transformation à venir pour que les 7 points de l'écart soient comblés et la transformation n'est pas réussie par Joris Second, il a dû manquer la transformation de 10 cm et là alors une irruption de joie sur le terrain, une espèce de transcendance comme ça, de joie des Bordelais qui en peuvent plus d'attendre, qui en peuvent plus que l'arbitre siffle la fin, qui en peuvent plus de se serrer dans les bras de tant d'amour et de tant de générosité et surtout qui sont invités maintenant, à l'instant où on vous parle, qui sont invités à aller jouer la finale la semaine prochaine à Marseille. De l'émotion quand même pour ce rugby girondin. François, ça nous fait donc un score de 22 à 20. Reconnaissons les collègues quand même qu'il n'y a pas eu grand chose, c'est le reflet du match quand tu ne peux pas dire qui est le meilleur, c'est le reflet du match quand le score montre quasiment plus de l'égalité que de la différence, que de l'écart. Il reste quand même que ces deux équipes avec des arguments différents ont été sûrement généreuses, ce que le niveau de la compétition exige. Quand tu fais une demi-finale, si tu n'es pas généreux, bonsoir. Les deux équipes ont été généreuses, les deux équipes ont été volontaires. Les Parisiens ont joué avec leur loi depuis maintenant un an, ils jouent comme ça tout le temps, ils n'allaient pas changer leur jeu. Ils ont été plutôt pauvres dans la construction, ils ont été très combatifs, ils ont été vaillants, on dira jusqu'au bout. Ils se sont créés que des occasions de combat, ils ont marqué 3 essais de Moll. À partir de là, on voit qu'ils sont conformes. Et les Bordelais, malgré tout, un peu plus d'allant offensif. Ils ont été bien moyens, ces Bordelais, pour un niveau de demi-finale dans la conquête, notamment dans la touche. Ils n'ont pas été souverains sur leur mêlée fermée. Ils n'ont pas très très bien défendu dans le jeu groupé, mais ils ont pris quand même 3 essais. C'est des signes un peu inquiétants à la limite. Mais quand même, ils ont construit un petit peu plus. Ils ont marqué le seul essai qui reflète un rugby un peu plus épanoui. Un rugby, j'allais dire, où toutes les composantes sur le terrain participent, c'est-à-dire l'essai de Beauchaton après avoir traversé le terrain. Cet essai me semble faire la différence au score et la différence morale, qui fait que quand même la victoire de l'UBB n'est pas un hold-up. 22 à 20 et cette transformation, qu'elle est dure pour Joris Second. Il en a manqué 2. 3 poteaux aujourd'hui. Position excentrée. Et puis on a vu tous ses coéquipiers qui sont venus le réconforter. Mais c'est quand même une place en finale qui se joue sur ce geste. C'est assez dingue ce qu'on a vu ce soir. Des issues, des épilogues comme ça. On n'a pas vu une belle demi-finale ce soir. On a vu un bel éclair à la 56e minute avec l'essai de Beauchaton. Mais quand même on a vu des gestes de sportivité intéressants. Yannick Bru qui est allé remonter le moral de Second. On a vu du respect entre ces deux équipes. C'est vrai, mais la régularité de l'UBB, on va dire, sur les 4 dernières saisons à ce stade de la compétition a été récompensée, même si ce soir ils n'ont pas fait le meilleur match de leur saison. Oui, ils avaient un adversaire qui était malgré tout pénible de par ses arguments. L'équipe du Stade Français, elle est très robuste, elle est très agressive, elle est très défensive et elle est quand même plutôt bonne dans l'utilisation des pieds et elle amène souvent les adversaires à la suffocation, à l'étouffement, c'est à peu près la même chose, mais en leur sautant dessus, en les dominant dans le combat. L'équipe du Stade Français a été conforme. Elle peut être déçue parce que le score est très très étriqué. Il y a 2 points d'écart et de transformation à la 86e minute, donc c'est extrêmement douloureux pour cette équipe du Stade Français. Mais en même temps, elle a produit, j'allais dire, malgré tout, quasiment son meilleur rugby, même ce soir. Elle a produit le rugby qu'elle produit toute l'année et elle a produit ce soir sans doute dans ses bons niveaux. Mais dans la construction du jeu, dans la variation, elle a été même pas sans ambition. C'est assez difficile à dire quand un schéma de jeu apparaît assez restrictif, mais qu'il est appliqué comme ça, avec méthodologie, avec pugnacité, avec détermination sur la longueur du temps, quoi. Le Stade Français joue comme ça depuis le début de la saison. On vous redit, et c'est pas une impertinence, c'est même pas une méchanceté
qualité de football. Mais avec ce système de jeu, le Stade Français s'est qualifié directement pour les demi-finales. C'est énorme, non? Et ça faisait des années qu'ils ne le faisaient pas. Avec ce système de jeu, ils auraient pu finir premier club français à l'issue de la fin de il y a quelques points qui les séparent avec le Stade Toulousain, mais pas grand-chose. Ils sont dans la demi-finale, mais avec ce système de jeu, ils ont la plus mauvaise attaque du rugby français. La plus mauvaise attaque, en d'autres termes, si ça marche pas avec les pieds, si ça marche pas par le fracasser des avants, à la sortie, tu n'as quand même pas beaucoup de chance. Là, ils viennent vraiment mourir à 1 millimètre. Il y a 2 buts sur les poteaux, enfin, il y a un but et un drop sur les poteaux de Jory Segond, et la dernière transformation, à la dernière seconde, elle passe à 10 cm. Donc, franchement, tout le monde comprendra que peut-être la prolongation aurait été une légitime récompense pour les deux équipes, mais en même temps je pense que l'issue aurait pu être du même ordre. Voilà. Donc l'UBB, avec de la joie, avec des intentions, assez conforme sur son trajet, elle est quand même très solidaire, cette équipe. Elle a un secteur pétillant incontestable, cette équipe. Par contre, me semble-t-il, notamment aujourd'hui, elle a manifesté quelques, je ne dis pas faiblesses, mais quelques fragilités, notamment dans les secteurs de la conquête et dans le secteur du jeu groupé qui sur la semaine prochaine, devront être rectifiés. Voilà, l'UBB en finale du championnat de France de rugby du top 14 de la saison 2024. Ouais, et on va passer l'heure ensemble pour débriefer évidemment cette qualification. L'Union Bordeaux-Bègles en finale du top 14 pour désormais donc affronter le Stade Toulousain à Marseille au Vélodrome. Succès précieux, succès qui est une véritable récompense pour la régularité du club girondin, 22-20 dans un match qui aurait été effectivement très particulier. On accueille Julien Thomas sur Sud Radio. Salut Jules. Bonsoir à tous. Alors on t'entend pas. Ciao Julien, ciao Julien. Est-ce que tu ça y est, on t'entend. On t'entend Julien. on m'entend bien. Oui, on t'entend. On est en direct avec le Matmut Atlantique avec François Trio et Daniel Herrero. Alors c'est une demi-finale qui aurait eu un niveau de jeu inégal, un petit peu comme hier au final, avec on va dire moins de faits de jeu, mais allons d'abord bien sûr sur le vainqueur du soir, l'Union Bordeaux-Bègles, qualifié en finale. Est-ce que c'est une victoire logique? Est-ce que tu ressens que l'Union Bordeaux-Bègles méritait d'aller en finale du top 14 2023-2024? Mais mérité, ça s'est joué à pas grand chose quand on voit encore une fois le poteau de Jory Segond sur la transformation, mais c'est quand même une équipe bordelaise qui dans son ensemble de saison, dans son la transformation. Oui, tape le poteau, Daniel. Encore une fois. Oui, exactement, Daniel. Et donc c'est une équipe bordelaise qui a construit quand même depuis des années, qui a réussi à amener cette équipe de l'UBB avec Maxime Lucu encore une fois fer de lance, mais c'est quand même pour moi une logique côté UBB dans la construction, dans la volonté de produire, dans la on va dire aussi l'efficacité peut-être de manipuler une grosse défense du Stade Français qui elle pour moi n'avait qu'un plan A. Dès qu'il n'y a pas le ça c'est clair. Et du coup, dès qu'elle est contrée sur un plan A, cette équipe du Stade Français est en difficulté et puis n'a pas trouvé peut-être les ressources de renverser une demi-finale. Ouais, c'est vrai que cette partie aurait été assez particulière. Quentin Cavani, est-ce qu'on a la sensation d'avoir eu un Stade Français Paris qui passait à côté longtemps du match? Oui, le Stade Français est passé forcément à côté du match et en termes de contenu, ça a été un match qui a été quand même moins plaisant, je trouve, que celui d'hier. Mais je pense que le Stade Français doit avoir d'énormes regrets aujourd'hui. Ouais, pourquoi? Parce que déjà t'échoues à 2 points d'une prolongation, quand tu sais que t'as tapé le poteau 3 fois dans la même rencontre, dont un drop, tu sais que t'es passé à rien, et puis tu t'imagines qu'il y a des faits de jeu qui sont peut-être pas favorables non plus au Stade Français, donc j'imagine qu'à la fin du match, ils ont des regrets. Quels faits de jeu ne sont pas favorables au Stade Français Paris? La fin de la rencontre? Déjà la fin de la rencontre, je sais pas, parce que tu te dis que sur le carton jaune tu peux peut-être mettre l'essai de pénalité au même moment, mais après ils ont là aussi la possibilité d'aller chercher cette victoire. Il y a peut-être faut voir le plaquage sur Rory Cocotte aussi qui est peut-être limite, où il prend une épaule dans le visage sur le plaquage haut qui amène le magnifique essai de l'UBB. Ça faut pas le retirer, que l'action ensuite est très belle avec la personne. Mais somptueuse. La dernière passe est un peu suspecte entre Penaud et je sais plus qui.
Beauchaton. Et Beauchaton, elle est un peu suspecte cette dernière passe, mais elle n'a pas été revue, donc à partir de là, de toute façon, c'est de l'arbitrage télévision, quoi. L'action dans son entièreté n'a pas été revue, donc on part du principe qu'il n'y a rien, mais que je pense que quand même, le Stade Français aurait pu ou dû produire plus aujourd'hui, quoi. Le Stade Français qui est probablement passé à côté un petit peu de son événement pendant très longtemps aujourd'hui. François, on s'attendait à une opposition de style. Est-ce qu'on a vraiment eu cette opposition de style ? Surtout on a été quand même surpris par la qualité du pack girondin en première période, qui a inscrit quand même 2 essais sur ballon porté, qui vient on va dire cueillir un peu les Parisiens à leur propre jeu. Après on sentait que les Bordelais allaient manquer de carburant. Pour moi, un des moments importants, c'est en fin de première période, quand ils défendent leur ligne après une grosse occasion là, Macalou barré et sauvetage de Bielbiaré. Là derrière il y a une série de mêlées et il résiste et il tourne à 17-10 à la mi-temps. Là moi je pense que c'est ce tournant là où l'UBB, moi il m'a semblé comme ça qu'il y avait une volonté, il y avait une énergie sans doute portée par le public aussi, mais une énergie plus forte, même si peut-être sur l'ensemble du match c'est plus qu'équilibré, voire statistiquement même en faveur du Stade Français. Daniel ? Oui, on pourra dire que il n'y a pas une très grosse opposition de style dans le match que nous avons vu. Tu vois, parce que les deux équipes ont été quand même relativement pauvres, le Stade Français très pauvre dans la construction. Les deux équipes ont été relativement gaillardes dans la construction du jeu autour du jeu d'avant, autour des avants. Il y a eu quand même 5 essais de Moll sur ce terrain-là, 3 d'un côté et 2 de l'autre. Ce qui veut dire quand même que la puissance des avants s'est exprimée. La combativité sur tous les lancers, sur toutes les mêlées a été présente. Le match a eu une densité dans cet espace-là. Les deux équipes ont été présentes. Simplement, est-ce qu'il y a une équipe qui en a fait beaucoup plus que d'autres de par sa culture? On pouvait penser que ça serait du côté de l'UBB. L'UBB en a fait un petit peu plus, mais quand même pas beaucoup plus. Il n'y a pas eu, tu vois, le jeu n'a pas été très enlevé. Et c'est pas parce qu'il est enlevé le jeu qu'il est, très spectaculaire et 2, en réussite. Les Parisiens te diront que le choix qu'ils font du jeu, c'est parce que c'est avec ça qu'ils gagnent le plus. Donc, nous, on estime que le match n'a pas été très spectaculaire. C'est pas forcément très grave. Par contre, on peut estimer, me semble-t-il, que le tout petit volume de jeu du Stade Français qui confirme leur système, qui confirme, ils jouent toujours comme ça, et bien là, ça leur est un peu préjudiciable. Alors c'est vrai qu'ils peuvent, tu vois, se ronger les ongles copieusement, parce que vraiment, ils viennent mourir un peu. En première mi-temps, fin de première mi-temps, ils sont 5 ou 6 fois sur la ligne. En fin de seconde mi-temps, ils sont 5 ou 6 fois sur la ligne adverse. Ils ont 3 buts sur les barres, enfin, ils ont un drop et un but sur des barres. Et là, c'est considérable quand même. C'est considérable. Alors, effectivement, ils peuvent avoir énormément de regrets. Mais ils ont joué le jeu qu'ils aiment, et les Bordelais ils n'ont pas joué le jeu que tu aimes, par contre. Voilà, les Bordelais, ils n'ont pas joué le jeu qui nous semble le plus porteur pour avoir des chances de gagner, c'est-à-dire du volume et de la condition variée. Mais ils ont quand même gagné de 2 points. À la nuance près quand même qu'il y a une action qui mène à l'essai de Beauchaton qui fait 80 mètres sur un ballon de récupération, et comme ils ont quand même été habitués à jouer toute l'année à mettre du volume de jeu, et bien sur une action ils ont été capables d'aller au bout de cette intention, et parfois en demi-finale il n'en faut pas beaucoup plus. C'est vrai, François, c'est vrai. Il a joué ce coup-là. Cocotte décide de prendre le ballon, il défie les mecs, il lève la main, il court dans la défense adverse, bam, il se fait exploser, il perd la balle. Manqué. Ça fait un petit moment que tout le monde attendait qu'il lui arrive tout comme ça. Mais enfin bon, quand même. À la sortie, il perd le ballon. Et là, il y a un enchaînement côté fermé. Et ils le font, l'enchaînement. Ils auraient pu taper là. Ils auraient pu taper. 9 fois sur 10, ils auraient pu taper. Le Stade Français, il aurait tapé 100 fois sur 100. Eux, là, il a joué. Ah ben oui, il a joué, c'est une demi-finale. Et il a joué plutôt bien. Et là, tu retrouves quand même, en l'occurrence, tu retrouves la tonicité de Moefana qui crée la percée, et tu retrouves la lande de ces 2 ou 3 quarts, et notamment on pense à Fabien Penaud et on pense à Bielbiaré, qui quand ils avancent, quand ça galope. Fabien Penaud, ça c'est un autre. J'aurais pu dire Alain Penaud, c'est-à-dire son père. Tu vois, non, j'aurais pu dire Damien Penaud. Non, mais non, j'ai dit Fabien. Bon, à la sortie, et tu retrouves le talent des Bordelais, des 3 quarts Bordelais, quand ils courent, quand ils s'avancent, quand ils développent les grands chevaux. Mais ça ne s'est passé qu'une fois dans le match. Ça semblerait être assez décisif. Ce petit écart de score, honnêtement, il glorifie les Bordelais parce qu'ils vont au bout, et il escagasse, en d'autres termes, il broie l'espérance et le bonheur des Parisiens, parce que franchement, il n'en manquait pas grand-chose. Non.
Dernière question, voilà. Daniel. Est-ce que c'est une demi-finale qui fera date? Est-ce que tu t'en souviendras longtemps dans le jeu proposé, dans ce qui a été produit sur le terrain? Non, elle le fera date comme étant une des plus piteuses des 10 dernières années. C'est probable, hein. Probable. C'est pas méchant de dire ça. Tu imagines le respect qu'on en a à ces deux équipes, le respect que l'on porte, que l'on porte à ces hommes qui ont quand même beaucoup lutté. Beaucoup lutté. Tous y finissent épuisés et tous y finissent à avoir la sensation quand même d'avoir fait le meilleur match qu'ils pouvaient faire, quoi. Donc, mais quand même, en termes de rugby, demi-finale du championnat de France 2014, tu vois, avec un niveau de rugby élevé sur l'ensemble de la saison par l'ensemble de nos équipes nationales, dans nos équipes de club, quoi. Et bien là le match, c'est pas un match de demi-finale, voilà, c'est pas un match d'élite d'une nation. Celui-là, il est assez bas, il est assez pauvre, il est un peu pingre, il est un peu radin, il est un peu approximatif dans bien des secteurs du jeu. Maintenant, il manque pas d'estime sur le courage déployé. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. Voilà, pour la finale. Ce n'est pas une méchanceté ni pour les uns ni pour les autres, c'est quand même un constat. Nous sommes en demi-finale du championnat de France 2014. Eh bien, les deux demi-finales ont été moyennes, celle-là elle a été basse, celle d'hier a été pas trop mal, alors qu'il y avait quand même derrière ces deux matchs des grands espoirs que l'on atteigne un rugby de meilleur niveau. Bon, voilà, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment dans mon périmètre marseillais. Je vous prépare le terrain pour que tout soit dans la joie et l'enthousiasme, et honnêtement, quand même, une finale Bordeaux-Toulouse. Malgré tout, ça chante bien au rugby de France. Tu sais que moi j'avais fait une interview de Christophe Le Suc, entraîneur de la défense bordelaise, quand même aujourd'hui, celui en passant, qui a été quand même absolument exemplaire, hein. Et qui m'avait dit en mars, je lui avais dit qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison. Il m'avait dit qu'on retrouve Toulouse en finale et qu'on essaie de débattre. Ouais, c'était quand même énorme. C'était ce qu'on appellerait une bonne sensation, une bonne intuition, ou tout au moins une vraie volonté, ou tout au moins qu'il estimait quand même qu'ils avaient des arguments pour aller au bout. Voilà, maintenant il est légitime que ce soir il soit très content et qu'il commence à se faire un peu de soucis aussi. Ouais. Merci, Daniel. Voilà. On reste avec toi, François. Julien, est-ce que tu voulais rebondir sur les propos de Daniel sur la qualité de cette demi-finale que toi aussi, hein, j'ai l'impression que tu n'as pas totalement apprécié, Julien? Pas trop apprécié, forcément. C'est surtout la demi qui a été pour moi quand même assez tactique dans le jeu au pied, dans le, on va dire, mais dans trop peut-être. Pas assez de rugby, tu vois. Beaucoup trop. Il n'y a pas eu de rugby, mais et en fait la demi-finale est belle pour le gagnant. Tout simplement, quand tu joues une demi-finale pour aller justement à Marseille et aller chercher peut-être les Toulousains sur cette finale, tu gagnes, peu importe le score. Honnêtement, je pense que les Bordelais, peu importe l'issue de ce match, sont les plus heureux. Maintenant, pour nous amateurs de rugby, elle est pauvre, elle est catastrophique même. C'est pour moi un sens tactique aussi de l'occupation du terrain, du camp. Beaucoup de jeux sans ballon. Les joueurs, justement, quand il y a du jeu au pied, c'est justement là qu'on joue un petit peu l'efficacité, on puise un petit peu dans les réserves des joueurs, et c'est justement ces joueurs sans ballon qui ont été plus ou moins efficaces dans ces jeux au pied, qui ont été parfois inefficaces même, et qui ont coûté cher. Donc je pense qu'il y a eu cette tactique aujourd'hui d'occupation de terrain, et puis surtout après concrétiser quand on y est forcément dans les 22 mètres. Alors on va revenir sur les moments forts de cette partie. On accueille Victor de Cognac. Salut Victor. Salut, bonsoir. Bonsoir Victor. Bienvenue sur Sud Radio Victor, merci de nous écouter. Es-tu supporter d'un des deux clubs ce soir, Stade Français Paris, UBB, ou pas du tout? J'ai un petit penchant pour l'UBB, mais bon, je préfère quand même le Stade Toulousain. Moi, c'était plus hier soir que j'étais branché à fond. Alors, est-ce que tu estimes que tu as vu une belle demi-finale aujourd'hui? Je pense que on reste un peu sur notre fin, on va dire. Parce que bon, on s'attendait quand même à un match un peu plus ouvert que ça. Là, c'est vrai que ça a été, je répète un peu ce que les autres ont dit, mais c'est vrai c'était plus tactique qu'autre chose, quoi. Au final, on a vu plus de jeux au pied tactique. Le jeu était pas tellement ouvert, pas plus ouvert que ça, quoi.
C'est vrai que le jeu était assez cadenassé durant cette rencontre. Quels sont les moments forts du match selon toi, Antoine Mazur? Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué particulièrement? Il y a cette fin de première mi-temps où le Stade Français a l'opportunité de revenir vraiment ils sont à 10-17, ils ont l'opportunité de revenir à 17 partout, ça change un peu le momentum, tu sens qu'ils sont plutôt en confiance, qu'il y a quelque chose qui commence à se renaître un petit peu dans ce collectif parisien. Ils n'arrivent pas à marquer, ils virent derrière à la mi-temps, t'as l'impression qu'ils n'ont jamais réussi à reprendre le devant, à repartir derrière, à être dominant notamment dans les collisions, à franchir la ligne d'avantage qui est quand même essentiel au rugby, et ce moment-là en fin de première mi-temps où Paris n'arrive pas à marquer, pour moi je pense que c'est un des moments clés de cette rencontre. Après aussi il y a la fin de match où pour moi il doit y avoir un essai de pénalité tous les jours. Sur lequel maul? Sur le premier ou sur le deuxième? Sur le deuxième maul. Sur le deuxième maul, là où l'essai est accordé, la position de Yann Lesgourg, parce que dans le règlement, toi, il peut, même si l'équipe qui marque franchit la ligne d'essai, il peut revenir et indiquer un essai de pénalité. J'ai revérifié dans le règlement. Mais parce qu'en plus, Monsieur Brousset signale au capitaine bordelais juste avant que la prochaine faute, on va dire un petit peu similaire, sera essai de pénalité. Et pour moi, la faute était un peu similaire. Ouais, c'est vrai que les Parisiens en râleront de façon logique ou pas, ça à vous de décider sur l'arbitrage de Monsieur Brousset sur la fin de la rencontre. Donc 2 moments charnières, les 2 fins de période. Est-ce que tu as un peu la même lecture toi, Clément? Oui, j'ai un peu la même lecture, mais j'ai un petit peu envie d'élargir le spectre et le drop à 22 mètres face au poteau là qui prend le poteau. Celui-là il fait mal parce qu'il est en début de seconde période, si je dis pas de bêtises. Oui, il est il est à la 50e. Ouais, c'est ça, entre la 40e et la 50e, et c'est dans le momentum, on peut se dire que si ce drop-là il passe, ok, Paris ils reprennent confiance de suite, ils se remettent dans le match directement. Ça peut peut-être leur redonner confiance, mais en élargissant un petit peu le spectre, finalement on se rend compte qu'il y a une forme de logique dans l'historique de ces différents groupes là qui sont en train de jouer les phases finales de top 14. Il y a une logique dans le fait que Toulouse soit en finale au vu de la saison, mais Bordeaux-Bègles vient de briser son plafond de verre. Ce groupe-là du Stade Français vient d'arriver sur sa première demi-finale après avoir perdu en barrage l'an dernier. Ils se sont fait éliminer en barrage l'an dernier. Là, ils perdent en demi-finale. Peut-être qu'ils rééchoueront en demi-finale, et peut-être qu'en fait, ça sera l'an prochain la finale. Mais il y a une forme de logique dans la construction et dans les points d'étape pour passer avant d'être champion. Ça sera une étape qui leur permettra d'apprendre. Ils auront des regrets ce soir les Parisiens, parce que oui, si Joris Second il est à 100%, que ce soit en termes de drop ou face au perche, Paris passe. Et Paris est en finale. Mais si tu pars de ce postulat-là aussi, tu peux te dire que sur l'action justement juste avant la mi-temps, si les Parisiens ils refusent pas de prendre 3 points qui sont offerts juste avant la pause, et la fin de match c'est pas la même. On en parlait avec Philippe Sanguero notamment pendant le match, que il était fou de rage que les Parisiens à ce moment-là du match refusent les 3 points. Et c'est dans ces moments-là qu'au final tu apprends parce qu'ils ont peut-être été trop gourmands. C'est intéressant parce que pour le coup, François, les Parisiens, ils ont régulièrement refusé de prendre les points face au poteau, alors qu'ils avaient des situations qui étaient quand même très favorables pour aller chercher 3 points. Et quand on prend ça et quand on prend le jeu au pied qui a été surutilisé, ce système défensif qui est là, mais offensivement, il n'y a pas de cellule, il n'y a pas grand-chose. Un peu parfois la sensation que ce Stade Français Paris, et c'est pas nouveau, était un peu enfermé dans une stratégie que les joueurs n'ont pas réussi à briser, François. Oui, mais bon après j'ai absolument rien contre Cocotte, mais quand tu mets un demi-mêlée de 37 ans, même s'il est parfaitement, on va dire il connaît parfaitement tous les rouages du top 14, etc., tu manques quand même d'ambition, même s'il fait une bonne saison et tout, il y a rien à dire, c'est pas le problème, mais je pense que c'est ce qu'a dit Clément est tout à fait juste, c'est une étape dans la construction du Stade Français, c'était le début d'un nouveau staff, Laurent Labitte, Karim Ghezal, et que ils ont franchi une étape supplémentaire, et après pour aller plus haut, il faut faire ce qu'a fait l'UBB, qui n'était pas aussi ambitieuse dans le jeu les saisons précédentes. Il y avait Jalibert, mais il y avait mais cette année il y a Penaud, et puis il y a Deporter, et puis et tout le monde a pris un an de plus, et ils se sont renforcés sur leur identité aussi, et même dans un match au couteau, même peut-être qu'ils doivent pas le gagner ce match l'UBB, mais moi j'ai la sensation qu'ils ont eu l'ambition de vouloir le gagner. En tout cas, ils ont eu plus d'ambition et plus d'envie, et ça se joue souvent à ça quand même, les demi-finales. Julien en a joué bien plus que nous tous réunis, et parfois ça se joue pas à grand chose, et moi j'ai trouvé que c'est l'équipe qui en avait le plus envie et plus l'ambition qui a gagné ce soir. Julien.
Totalement, non, je rejoins François. C'est des facteurs qui font que la petite chance, le petit côté positif vient dans une équipe ou l'autre. Et notamment, il y a quand même aussi la discipline, parce que quand même le Stade Français était à la 20e minute avec déjà 6 pénalités contre une de l'UBB. Et au final, ils ont terminé à 8, les Parisiens. Ils en ont fait que 2 ensuite. Et derrière, ils se sont bien rectifiés. Ils ont rectifié le tir justement sur cette zone de discipline qui leur a coûté parfois très cher dans la saison. Mais pour moi, j'en reviens à ce plan-là. Une équipe du Stade Français qui a joué toute la saison d'une façon, et notamment à un temps efficace, parce qu'ils finissent quand même directement en demi-finale de ce championnat. Non pas en étant transcendant dans le jeu offensif ou extraordinaire peut-être sur le rugby offensif qu'on aimerait voir, mais c'est surtout dans l'efficacité. Et là, il y a eu quand même un répondant face à eux. C'est-à-dire d'entrée de match, quand même l'UBB avec ses molles portées a réussi à manœuvrer et à faire mal aux avants parisiens. Donc là déjà ça a été une première problématique pour le Stade Français. Et puis dans ce jeu au pied un petit peu tactique, on a vu un petit peu de défaillance. Malgré tout, ils sont revenus jusqu'à la fin dans ce match, le Stade Français. Et ça a été presque même pour aller chercher cette prolongation. Moi, je voudrais juste rajouter un truc, parce que c'est vrai que l'UBB, alors je sais qu'on parle du Stade Français là, mais quand même l'UBB aujourd'hui se qualifie en finale sans Mathieu Jalibert, quand même son maître à jouer, sans Tamaï Founa, son axe droit, voilà. Ce que je veux dire, c'est que oui, ils ont souffert, et oui, peut-être que si on fait le calcul de tous les points que les Parisiens auraient dû prendre, l'UBB n'aurait pas dû y être, mais quand même, je trouve que c'est une performance avec un jeune Matteo Garcia qui est pour moi moins capé qu'un Joris Second, par exemple. Bah, j'allais y venir justement. Et ils arrivent quand même à aller en finale, c'est-à-dire à passer là aussi une étape supplémentaire, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées ces derniers jours. Tu parles de difficultés, François. Matteo Garcia, il a parfois paru un petit peu en difficulté aujourd'hui. On sait que Mathieu Jalibert, il y a un petit doute sur sa présence possible en finale, un léger doute. Je ne sais pas si tu as entendu un peu ces mêmes bruits de couloir, François. Est-ce que Matteo Garcia, tu le sens capable d'être le numéro 10 de l'UBB pour attaquer une finale de top 14 ? Parce qu'aujourd'hui, il est quand même remplacé assez rapidement. Oui, mais parce que Matteo Garcia, il s'est pas entraîné de la semaine, il a un problème à l'adducteur depuis la semaine dernière, et que si tu veux, il est aussi en délicatesse parce qu'il a quand même joué beaucoup de matchs cette saison, et qu'il est aussi entre guillemets sur les rotules parce que c'est un joueur qui a 20 piges. Et donc c'est vrai que bon, on débrief et c'est bien, mais c'est quand même des difficultés qui sont réelles. Et je trouve malgré tout qu'il s'en est bien sorti, parce qu'une demi-finale, et Julien là, il va pouvoir faire du témoignage, c'est quand même un moment de pression hors norme pour un jeune joueur, et je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. Non, je te rejoins, François. C'est une pression déjà quand tu joues à la charnière. En plus, t'es le métronome, t'es le chef d'orchestre. Alors, il est bien épaulé avec Maxime Lucu, bien sûr, avec ses 3 quarts qui sont quand même d'une classe internationale. Mais ces temps de jeu qu'il a eu toute la saison lui a permis déjà d'engranger un petit peu d'expérience, un petit peu de confiance. Et je pense, connaissant, quand tu rentres dans la spirale comme ça, positive des phases finales, quand tu es titulaire, que tu as dans le groupe, peu importe le numéro que tu as dans le dos, là c'est parti, là il faut aller manger, peu importe qui se présente en face pour aller jusqu'à la finale. Et Matteo Garcia, je pense que c'est un jeune joueur, bien sûr, qui a encore à apprendre, mais qui a cet esprit compétiteur et qui est bien entouré dans cette équipe de l'UBB. Alors justement, on va faire une sorte de petit tour de table. Un joueur de l'Union Bordeaux-Bègles qui s'est particulièrement illustré aujourd'hui, qui a été au-dessus du lot, qui a porté les siens, qui a créé une dynamique. Un joueur que vous voulez souligner, Clément Combe. Yoram Moefana. J'avais exactement le même. Pourquoi Yoram Moefana ? Parce qu'il est décisif au moment clé, et que pour un joueur qui a, à mon sens, progressé cette saison, qui est un titulaire indiscutable avec le numéro 12 dans le dos cette saison à l'UBB, il a montré que, pour moi, dans un grand match, avec oui, un niveau relativement faible, comme l'a dit Daniel, on s'en fout, ça reste un grand match de rugby, il a répondu présent. Et je pense que c'est ce genre de match où Fabien Galtier, il était à Marcoussis, il a passé la journée, mais peut-être que devant son écran ce soir, il s'est dit oui, Yoram Moefana, dans la discussion pour être premier centre, si l'option Jonathan Danty ne perdure pas, pourquoi pas le tester ?
Ah, c'est même plus le tester, c'est le valider parce qu'il est déjà numéro 2. Mais souvent a priori en bleu derrière Jonathan Danty, mais parfois effectivement placé à l'aile. Quentin Cavanis, quel joueur tu soulignes toi? Je vais être dans la droite lignée de Clément. Je suis plutôt d'accord sur Moefana. Antoine Mazère. Bastien Verntaillefer, il m'a impressionné en défense, honnêtement solide en touche aussi impressionnant, notamment dans le secteur défensif pour contrer, et puis deuxième meilleur plaqueur du match. Il a fait un abattage assez impressionnant, notamment défensivement, et tout à l'heure il parlait François du travail de Christian de Lossuc. Honnêtement, Bastien Verntaillefer, quelle prestation défensivement. Ouais, Bastien Verntaillefer. François. Moi c'est Pierre Cazot. Pas Pierre Cazot, Pierre c'est son père, Cyril Cazot. Effectivement, Cyril Cazot, parce que je trouve qu'il a une saison compliquée. Il a été blessé, je crois que c'était son 13e ou 14e match ce soir. Mais je trouve qu'il est dense, il est puissant. Il forme un attelage très intéressant et complémentaire avec Coleman. Et la semaine dernière, il m'avait plu. Voilà, et je trouve que quand même, il a fait un match de haut niveau face à la compacité, à la dureté du pack parisien. Et je trouve il prend ce carton jaune à la fin, mais je trouve qu'il est adroit, balle en main. Voilà, même si vous avez discuté de son plaquage sur Cocotte, mais qui était, moi je pense pas assez appuyé. Non, je plaisante. Mais en tout cas, je trouve qu'il a été une des pièces maîtresses dans le combat surprenant, on va dire, du pack bordelais, qui a un peu cueilli quand même en première mi-temps le pack parisien. Ouais, c'est exact. Merci beaucoup à Victor de Cognac d'avoir été avec nous. Bonne soirée, Victor. Et donc j'imagine que tu seras supporter du Stade Toulousain en finale. On accueille Ludovic de Mont-de-Marsan. Salut Ludovic. Salut Alex, salut la team. Supporter toulousain aussi. Alors, ça tremble avant d'affronter l'Union Bordeaux-Bègles au regard de cette finale ou pas? Non, du tout. Non, du tout. Je vais pas revenir sur le match de ce soir où je pense que les Parisiens, malgré un commentaire, ont été trop minimalistes. Ils ont dominé devant, mais derrière, ça n'a rien montré. Et ils ont subi le jeu au pied. En fait, en finale, on a les deux équipes qui en demi-finale ont dominé le jeu au pied, le jeu d'occupation. Et après, non, je suis confiant pour la finale parce que Bordeaux, c'est une très belle ligne de 3/4, on le sait. Mais bon, on a aussi notre mot à dire et je pense qu'on est au-dessus. Est-ce qu'il y a un joueur que tu souhaites mettre en lumière dans la demi-finale que tu as vu ce soir entre le Stade Français Paris et l'Union Bordeaux-Bègles? D'ailleurs, si vous nous rejoignez sur Sud Radio, on vous rappelle le succès de l'UBB 22-20 sur une transformation de Joris Second qui trouve le poteau à la 84e. Quel joueur s'est particulièrement illustré, Ludovic, notre auditeur de Mont-de-Marsan? Écoute, t'as dit Moefana, je dirais Buros aussi sur les lignes arrière. Voilà, qui a justement dans le jeu au pied qui a été plutôt bon. Qui a pas, du bon et du moins bon. Ouais. Parfois il a été commis un en avant. Oui, il a commis un en avant et je crois une touche directe, mais enfin dans l'ensemble il a quand même été propre. Et c'est une des valeurs sûres de Bordeaux. Ouais. Personne ne met Pierre Beauchazon par exemple, je note. Julien Thomas. Alors moi je vais mettre Maxime Lamotte. Honnêtement, pour moi, il a été déjà le conducteur du camion pour ses 2 essais sur les molles portées, bien sûr, le talonneur, mais à la fois quand même actif et je pense qu'il enchaîne les bonnes performances et au talonnage, il a été quand même avec du répondant, avec du dynamisme. Il a amené ce paquet d'avant dans cette première mi-temps et c'est lui qui a été le fer de lance pour moi de l'UBB dans celui de devant. Les 5 ballons perdus en touche, tu lui attribues pas? Oui, non, mais ça c'est parce qu'il a ouvert une pizzeria. Mais il n'était pas sur le terrain sur les 5 ballons perdus en touche. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout 2 essais quand même. Et puis après, dans le jeu, dans le déplacement, il faut regarder aussi quand même. C'était très tactique. Il y a eu du jeu sans ballon qui était très important. Et il a la caisse justement et l'intelligence du replacement sans ballon. Ouais, voilà, donc tu choisis Maxime Lamotte, un joueur qui passe à côté aujourd'hui, un Bordelot-Bègles ou un Parisien, Julien. Je vais dire qui m'a déçu par rapport à son physique, sa capacité et surtout son talent qu'il a d'habitude, c'est Sekou Makalou.
On l'a pas vu. Sekou Makalou, oui, pas vu, absent complet. Ça a été le néant. Des fois, on peut le voir soit dans les couloirs par rapport au système de jeu. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas été servi. Défensivement, beaucoup subi. Il n'a pas gratté de ballon dans ses zones de ruck. Enfin, il a été honnêtement néant. J'attendais un Makalou peut-être souvent qu'il décante les situations de lui-même par des turnovers, par ses cannes, par son agilité. Ballon en main, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu du match, quoi. C'est exactement ce que j'allais te dire, Alexandre. Je sais même pas si je l'ai vu. À un moment, je l'ai vu sortir. Je l'ai revu sur le terrain 20 minutes après. Je me suis dit, mais il est revenu, Makalou. Exactement. Et même jouer un petit peu ballon en main, ce qu'il excelle d'habitude parce qu'il a quand même le physique, même les cannes d'un 3/4 et pas vu du tout. Un peu déçu de Sekou Makalou. Ouais. Un petit peu déçu effectivement. Est-ce que tu as un autre choix, toi, Antoine? Giovanni Abel-Köffner, honnêtement j'étais un peu déçu par rapport au rôle qu'il a eu tout au long de la saison, de mettre vraiment son équipe dans l'avancée, d'aller gagner justement cette fameuse ligne d'avantage, de faire jouer même des fois après contact et surtout voilà d'apporter cette vraie plus-value de puissance au Stade Français qu'il a eu cette saison. J'ai trouvé j'ai trouvé un peu moins impactant, j'ai envie de dire, que d'habitude. Clément? J'ai Quentin qui m'interrogeait sur le joueur à venir qu'il allait dire, mais je vais le laisser. J'ai envie de dire Joris Second, il m'a pas déçu, mais pour un joueur clé dans le système du Stade Français en termes d'efficacité et l'importance qu'il doit avoir dans ce genre de match et qu'il a eu tout au long de la saison sur sa réussite au tir au but, manquer autant de points, ça fait très mal. Même si je pense pas qu'il ait fait un match catastrophique. Moi, c'est surtout le drop face au poteau qui me paraissait quand même dans ses cordes. Il touche 3 fois le poteau quand même. Ouais. Non, moi, j'ai interrogé Clément. Justement, il était déconcentré par ma question. Je lui ai demandé combien de ballons avait touché Hamdaoui dans le match. J'ai l'impression de ne pas avoir entendu son nom du 3. match. 3 et 0 ballons portés pour Kylian Hamdaoui. On connaît un petit peu François Trio pour Rory Cocotte, je pense. Attends, il va rallumer son micro juste pour... Ouais, non, parce que c'est lui, il y est pour rien. Enfin, moi, je blague. Je trouve qu'effectivement, il est impactant et tout, mais tu peux pas avoir d'ambition dans le jeu. Avec même s'il est en forme, s'il est puissant, mais je veux dire, il a fait parfois des diagonales. Moi, je comprenais pas tout là. Le nombre d'arrêts de volée qu'a fait Louis Bielbiarré sur ce jeu au pied là, je sais même pas, mais je pense qu'il a dû en faire 5 ou 6. On n'a jamais vu ça de la saison. Donc c'est bizarre. Non, j'ai rien contre Cocotte, mais je trouvais que c'est un peu un manque d'ambition. Et alors bien sûr que quand on est entraîneur, on doit faire jouer les hommes en forme, etc. Mais je pense que pour passer un cap, il faut effectivement... Un entraîneur de l'attaque peut-être ? Non, mais ça, après moi j'y connais rien. Aujourd'hui ils sont 50 dans les staffs, je peux pas dire ça, je suis pas avec eux. Mais non, mais sincèrement j'ai pas envie de montrer du doigt. Je crois qu'une demi-finale c'est un match compliqué. Et même si on gagne que d'un point ou de 2 points, ou comme là, au final on oublie tout. Parce que là, les mecs, ils ont déjà basculé sur Marseille, le programme de la semaine, comment on va récupérer, etc. Enfin, moi, je pense que la finale, là, ils vont pas la regarder. La demi-finale, ils vont pas la regarder. Ils s'en foutent un peu. Donc, non. voilà. Je tiens à vous dire quand même, parce que moi, il va falloir que je suis appelé au contrôle antidopage là. Et il va falloir quand même que je vous dise, je sorte une ou deux petites stats quand même, parce que je connais un peu la région, mais que les 2 fois où le Stade Toulousain et Bègles-Bordeaux s'est retrouvé en finale. Alors oui, c'est pas l'UBB, etc. Enfin, c'est quand même Bègles-Bordeaux. Les 2 fois, alors que Bègles n'était pas favori, les 2 fois, Bègles l'a emporté. Alors oui, le Stade Toulousain est favori, mais attention quand même à cette statistique historique. Mais les statistiques, elles sont faites pour... J'en ai une pour toi, François. Elle est peut-être pas vérifiée à 100%, mais l'Union Bordeaux-Bègles, qui est quand même un jeune club, jamais un club qui est arrivé directement pour la première fois en finale ne s'est imposé. C'est vrai. Mais alors, ça fait partie des trucs, tu vois. J'en parlais avec ce matin avec mon papa qui va bientôt avoir 80 ans et qui fait partie de ces gens qui ont gagné le titre en 69 en traversant le terrain un peu à l'image de Denis Charvet un peu plus tard pour ceux qui ont vu ces images et notamment contre Toulouse, donc qui a permis à Bègles de gagner son premier titre. Et voilà.
on n'est pas du tout d'accord avec le fait que l'UBB est un jeune club. Oui, l'UBB est une société commerciale, on va dire, une SASP récente, parce qu'il y a eu la fusion entre les deux clubs. Mais enfin, le rugby à Bordeaux, il existe depuis 150 ans. Hein. Donc, si tu veux, qu'il soit sous une Astrid Barr sur Canal+, a dit c'est la première finale de l'UBB. Oui, bien sûr, parce que oui, et avant le top 14, il n'y avait pas de championnat de France. Si tu veux, on peut raisonner comme ça. Je conteste pas ce que dit Astrid, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une vision moderne des statistiques, ou en tout cas de l'histoire du rugby. L'histoire du rugby, c'est que, t'as vu ta auditrice tout à l'heure de Pau qui a gagné les places pour les JO, elle a dit allez Bègle. Oui. Depuis 1907, il y a du rugby à Bègle. Depuis 1880, il y a du rugby au Stade bordelais, mais voilà, l'UBB aujourd'hui c'est l'émanation de ça, mais bon, il y a eu des finales et on a gagné des titres à Bordeaux, donc c'est pas, la SASP UBB va disputer sa première finale, mais Bordeaux a déjà disputé des finales du championnat et en a gagné. Eh oui, mais il n'y a pas de titre européen encore. Mais ça va arriver peut-être un jour pour l'Union Bordeaux. Merci François d'avoir été avec nous. On se retrouve vendredi prochain pour la finale et dès lundi aussi pour Au cœur de la mêlée à partir de 20h. On est toujours avec Ludovic de Mont-de-Marsan. Tiens, Ludovic, je vais poser une question. Tu sais toi qui va ouvrir le tour de table. Il me faut oui ou non. Le 20 août dernier, si on vous disait la finale du top 14 sera Stade Toulousain Union Bordeaux-Bègles, est-ce que vous l'auriez cru, Ludovic? Oui, j'aurais envisagé, oui. Tu n'aurais pas dit tu es un fou. D'accord. Non. Quentin Cavanis. Le 20 août, on savait ou pas que Jalibert était blessé jusqu'à la fin de la saison ou pas? Non, le 20 août, mais t'es fatigué toi. Ah oui, bah non. Le 20 août. Ah oui, dernier, voilà. Le 20 août, il y a 3 ans. Non. C'est compliqué là, Quentin. Mais les 23h46 aussi. Laisse-moi. Attends, c'est dur. Du Alcotest. Non, je pense que ça faisait partie des objectifs de l'UBB, objectifs logiques. Oui ou non? Non, je n'aurais pas été choqué. Julien Thomas? Choqué, non, mais j'aurais pas mis une pièce sur cette finale. On n'aurait pas mis le Stade Français en demi-direct non plus. Antoine Mazère. Oui, je pense. Clément Combe. Ça faisait partie des scénarios, mais ça faisait partie des possibilités, mais le scénario, c'était non, La Rochelle, je l'aurais pas imaginé. On aurait parlé. Alors, dernière question que je vous pose pour clôturer sur cette finale, et j'ouvre encore une fois avec Ludovic de Mont-de-Marsan. On va prendre un pourcentage, on va aller jusqu'à 100 évidemment, puisque c'est un pourcentage. Le Stade Toulousain favori à combien de pourcents? 60. 60. Antoine Mazère. 70. Clément Combe. 50. 50? Tu mets 50-50 toi? C'est une finale. Ouais, non mais arrête. Ouais, d'accord. Okay. On va en discuter. Quentin Cavanis. Moi, je pense favori à 75, quasiment. Julien Thomas. Vu l'UBB de ce soir. Moi, je mets 80% pour tout vous dire. Voilà, je vous le dis. Si on fait par rapport aux demi-finales, la prestation des deux équipes. Non, par rapport à tout. Non, là, tu dois mettre tu dois graduer l'échelle de Stade Toulousain favori sur 100. Combien de pourcents ils sont favoris selon toi? 58. Et un virgule. Non, mais pourquoi? Non mais c'est pire que ça, parce que tu fais un sondage, tu demandes à qui est favori, je pense que 100% des gens disent que Toulouse est favori. Non mais attendez les gars, vous êtes des menteurs en fait, vous voulez nous mentir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Clément Combe? 50%, une finale, c'est un 50%, arrêtons un peu. Je voulais juste te brancher exprès. Il a répondu c'est une réponse de Normand. Finale 50-50, voilà, on s'en fout. Non, c'est juste que Toulouse est ultra favori. Mais par contre, faut pas oublier que... Combien de pourcents alors? Franchement, au vu du match de ce soir là, 90. 90. Mais oui, mais parce que au vu du match de ce soir, c'est une lecture un peu bête et méchante à chaud. Mais quand je dis 50-50, c'est aussi parce qu'à un moment donné, je viens de donner une stat là sur aucune équipe n'a remporté le bouclier de Brennus pour se qualifier en se qualifiant pour la première fois de son histoire en finale. Mais cette stat, elle est aussi faite pour être démontée.
Donc on sait pas ce qui peut se passer et on voit Toulouse tellement gagner. On a déjà l'impression que Toulouse a le bouclier entre les mains. Donc depuis quelques semaines. Et oui, mais donc attention. Donc c'est pour ça que favoris, oui, ils sont ultra favoris, mais ça changera rien à la physionomie du match. On est en train de perdre Alexandrie, 23h50. Non, mais moi, je Ludovic, pourquoi que 60%? Parce que ça reste le final, ça reste. Arrête un peu, Ludovic, arrête. Parlons vrai, tu connais la radio. Ludovic, t'es supporter toulousain, on sait que dans ta tête c'est 100% de chance que vous gagnez. Non mais bon, de toute façon je ne nous vois pas perdre. Je te dis. Voilà, dis-le nous alors, Ludovic. Non mais après t'es pas à l'abri d'un carton. Regarde, sincèrement, hier sur la demi-finale. Ah non, les Toulousains ils sont à l'abri. Non. T'es pas à l'abri de 2 cartons. Oui, non mais il y a Mafia Cassoulet, on l'utilise au bon moment dans le match, c'est tout. Après il y a un contexte quand même qui fait que l'UBB ça va entre guillemets les joueurs en présence, ça va être leur première finale de top 14. Il y aura une charge émotionnelle pour eux absorber, alors qu'on a un groupe nous à Toulouse qui a l'habitude de ce genre d'événement. Voilà, ça va compter. Il y a le jour de récupération en plus. Après on verra les forces en présence, les fautes bêtes qui peuvent aussi dérégler un match. Voilà. Tout à fait.